Bonjour Pierre Crétois, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne et vous avez, co-dirigé, en 2018, l'ouvrage, «Le républicanisme social, une exception française?» point d'interrogation, avec Stéphanie Rosa, paru aux Publications de la Sorbonne, et récemment, vous êtes également auteur de La part commune, critique de la propriété privée, qui est, dorénavant un de vos sujets de prédilection. Aujourd'hui, nous allons vous interroger sur le concept de républicanisme social, sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Alors, tout d'abord, que signifie travailler sur la notion de républicanisme plutôt que sur la République? Et comment définiriez-vous le républicanisme en général? Alors merci, d'abord je voulais vous remercier pour votre invitation et votre initiative. C'est précieux en ces temps. Alors république, républicanisme. Au fond, on admet une différence entre républicanisme, qui est une tradition, qui serait une tradition politique reconstruite notamment par l'école de Cambridge, et d'un autre côté, la République, qui est une institution à la fois idéale, fondée autour de l'idée de bien commun, et concrète, c'est-à-dire un ensemble de textes constitutionnels qui définissent la répartition et l'organisation des pouvoirs. D'ailleurs, aujourd'hui, quand le terme république est utilisé dans le débat public, c'est plutôt pour désigner justement la constitution de la Ve République. Or, effectivement, la notion de république renvoie à quelque chose de plus large que notre république à nous, à une forme d'idéal, effectivement. Alors, pour ma part, je ne prends pas en compte réellement cette distinction. Pour quelle raison? Alors, je considère que la République est la fin visée par le républicanisme, enfin l'objectif visé par le républicanisme. Qu'est-ce que veut faire un républicain? Instaurer, maintenir et conserver la République. Reste à définir ce que l'on entend par République et par bien commun, puisque j'ai dit tout à l'heure que la République serait une institution fondée sur l'idée de bien commun. Or, nous sommes confrontés là à un concept essentiellement contesté, en fonction des sensibilités politiques. Le contenu même du bien commun, ce qu'on met derrière bien commun, peut varier. Et c'est ce qui est à l'origine de tous les débats et de toutes les arguties sur ce que c'est qu'être républicain. C'est d'ailleurs le caractère extrêmement ambigu de la notion de république qui m'a conduit à m'en éloigner un peu sans en quitter l'idéal, justement, et à m'intéresser plutôt à la notion de bien commun ou de commun, qui, à bien des égards, m'apparaissait moins idéologiquement chargée. La question du bien commun doit être encore précisée. Si je vais donner, car si je vais en donner une définition aujourd'hui, si je devais en donner une définition aujourd'hui à cette notion de bien commun, je n'en donnerai pas une définition substantielle. Enfin, par substantielle, je veux dire, le bien commun pour moi, ce n'est pas un ensemble de valeurs partagées. Aujourd'hui, on parle beaucoup de valeurs, les valeurs de la République. Pour moi, ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens parce que, à mon sens, s'il fallait définir le bien commun en République, je dirais que ce sont les institutions publiques héritées du passé qui ont vocation à fonctionner au bénéfice de tous. Et c'est ça notre bien commun. Peu importe les valeurs qui nous animent, peu importe les valeurs qui font qu'on tient à ces institutions publiques, notre bien commun, ce sont ces institutions publiques. Et c'est ça, être républicain, c'est militer, s'engager en faveur de la conservation de ces institutions publiques. Et ces institutions nous ont été léguées pour être constamment conservées et en même temps adaptées aux circonstances politiques nouvelles. En République, c'est pour ça, ce n'est pas une position conservatrice, c'est une position conservatrice, mais également d'adaptation permanente aux modifications des circonstances pour les rendre toujours à même d'atteindre leur objectif, qui est un objectif d'émancipation collective. En République, notre bien commun, ce sont donc, si je devais résumer, les institutions publiques. Voilà comment je répondrai à cette première question. Ah, c'est vrai que pour, pour rebondir sur les significations un peu plurielles du concept de république et qui fait qu'elles sont enfin, qu'il est assez chargé et en même temps assez imprécis. C'est vrai que dans les discours médiatiques, enfin, le mot de république est un peu mobilisé à foison, par un bord politique et par, un autre, opposé, alors que celui de républicanisme social et enfin, de républicanisme déjà, et plus tard de républicanisme social est beaucoup plus,
précis et c'est plus aisé de travailler sur ce concept-là. Alors donc vous vous posez la question dans vos travaux, de l'existence d'un type de républicanisme propre à la France. Quel en serait le concept clé selon vous? Donc vous avez parlé, ben, justement, du bien public. Est-ce qu'il y a d'autres concepts clés, de ce républicanisme qu'on pourrait peut-être appeler, français? Oui, alors, justement, oui, république, étymologiquement, c'est effectivement la res publica, la chose publique. On peut le traduire, à mon sens aussi, sans trop de pertes, hein, comme le fait de considérer le bien commun comme le fondement du politique. Encore une fois, la question étant de définir ce que c'est que ce bien commun. Et encore une fois, à mon sens, ce bien commun, ce sont les institutions du commun qui nous permettent de vivre ensemble. Et donc, pour répondre un peu plus précisément à votre question, si on considère que l'école de Cambridge définit l'approche dont je parlais tout à l'heure, hein, de l'approche néo-romaine de la République ou du républicanisme la plus répandue, il me semble qu'il y a en effet une conception de la République propre à la France. La République, ou le républicanisme, hein, selon l'école de Cambridge, est un républicanisme compatible avec notamment les républiques marchandes d'Italie et d'Europe du Nord, puisque au fond, c'est dans ce contexte que, selon eux, le républicanisme néo-romain émerge, hein, autour de Machiavel et des pensées qui s'élaborent en Angleterre, dans les républiques du nord de l'Europe et dans les républiques italiennes. Leur idée, selon eux, le concept clé, hein, du républicanisme, c'est ce qu'ils appellent, alors c'est une simplification évidemment, mais la non-domination, la liberté comme non-domination. En tout cas, c'est comme ça que Petit, philosophe inspiré de cette tradition-là, Philippe Petit, formulera la conception républicaine de la liberté. Alors, la liberté comme non-domination, ça signifie de réunir les conditions de l'indépendance des citoyens, réunir les conditions du fait de ne pas être soumis à la volonté arbitraire d'un tiers, que ce soit un concitoyen ou que ce soit, y compris, la volonté arbitraire d'un dirigeant, d'un gouvernant. Et donc, il considère que, là je reste aussi sur la version de Philippe Petit, c'est la notion de ce qu'ils appellent la contestabilité individuelle des normes, qui permet le progrès et l'avancée de la législation. C'est-à-dire qu'au fond, si on considère qu'une norme est oppressive ou qu'une situation est oppressive, on peut la contester pour obtenir l'avancée progressive de la législation en vue d'une émancipation ou en vue du développement de la liberté comme non-domination pour tous. Mais ils insistent très peu, hein, sur l'importance de la souveraineté populaire dans la définition de la forme des institutions communes. Or, c'est précisément ce recours à la souveraineté populaire que Petit considère comme du populisme, qui est en réalité un des piliers, qui me semble en tout cas en réalité un des piliers essentiels du républicanisme français. Et cela a des conséquences importantes, notamment en termes de limitation de l'initiative privée au nom de l'intérêt public, et donc peut-être des effets anti-mercantiles qui n'existent pas ou qui existent moins dans la tradition néo-romaine. Cela dit, il faudrait sans doute se garder de trop caricaturer cette exceptionnalité française qui me semble néanmoins réelle. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, la France du XVIIIe siècle, hein, où s'est développée cette spécificité, hein, du républicanisme français, fait partie du contexte européen, d'un dialogue politique et d'un état des idées politiques européennes, et dont on ne peut pas le détacher. Et d'ailleurs, on voit par exemple chez Harrington, c'est-à-dire hors de France et au XVIIe, l'idée d'une modération des différences de patrimoine pour assurer la non-domination. De la même manière, on a chez Rousseau, dans le cadre du républicanisme français, au chapitre 11 du livre 2 du contrat social, l'idée d'une modération des inégalités qui peut être justifiée par la préservation de la liberté et pas seulement par l'exercice de la souveraineté populaire. Donc, il y a des points de convergence réels, mais encore une fois, si je devais cerner ce qui fait la spécificité du républicanisme français, hein, et dans la version de Montesquieu et dans la version de Rousseau, c'est l'idée de la souveraineté populaire. Pour que le peuple soit souverain et que chaque citoyen ait une possibilité de décider
en son fort intérieur, sans subir de pression quelconque, et donc de façon autonome, ce qu'il en est du destin commun, il est nécessaire qu'entre les citoyens existe une égalité relative, c'est-à-dire une égalité qui s'en tiennent à des niveaux qui empêchent les uns de faire pression sur les autres, et qui empêchent les autres de se vendre, en fait, de vendre leur opinion, leur scrutin, leur vote aux plus riches. Donc ça, c'est un point important. Donc on voit comment une égalité relative, ce n'est pas une égalité absolue des conditions, mais une égalité relative est une condition de la souveraineté populaire, mais c'est aussi un effet de la souveraineté populaire, puisque chacun, en votant pour tous, vote pour lui-même. Hein, et donc, essaie de penser des lois dont les conséquences seront favorables à tous et dont les conséquences soient acceptables pour tous. Hein, or, on voit mal comment un peuple pourrait accepter des lois dont les conséquences sont comment dire, très inégalitaires. Donc voilà pourquoi l'égalité relative des conditions, je ne dis pas l'égalité absolue, est à la fois une condition et certainement une conséquence de la souveraineté populaire. Et donc le rapport à l'égalité civique n'est pas seulement pensé comme égalité des droits, parce que bien souvent on réduit le républicanisme aux déclarations de droits, à la façon dont il s'est imposé justement contre l'Ancien Régime par l'affirmation de l'égalité des droits, ce qui est en partie, effectivement, et à juste titre, un des combats républicains, mais il ne s'y réduit pas. Comme l'égalité, il me semble que l'égalité du républicanisme, c'est aussi l'égalité en vue du gouvernement commun de la cité, et qui est en effet une marque, à mon sens, du républicanisme à la française. On la trouve dès Montesquieu, hein, dans sa définition de la République, qui est le gouvernement du peuple par le peuple, et dont le principe est la vertu, c'est-à-dire, ce qu'il entend par la vertu, c'est l'amour de l'égalité. Voilà. Dans tout ce que vous venez d'évoquer, de façon assez évidente, il y a la période de la Révolution française qui apparaît, notamment justement dans la transition de l'Ancien Régime à la République. Dès 89, c'est vrai qu'il y a eu un véritable combat de révolution juridique, en fait, pour mettre en place une certaine égalité des droits, enfin, même si elle n'incluait pas encore, par exemple, les esclaves à l'époque, enfin, voilà. Mais en tout cas, un combat juridique. Et progressivement, il y a eu un glissement, donc notamment en 92, avec l'instauration de la Première République, où notamment certaines figures de ce qu'on appelait à l'époque la Convention nationale ont voulu quelque part ancrer cette République dans le réel, dans le quotidien des citoyens. Donc, selon vous, dans quelle mesure, justement, l'importance accordée à la souveraineté et à la relative égalité des conditions transparaît-elle dans ce moment clé de la Révolution française et justement de fondation de la Première République? Ouais, alors, c'est difficile pour moi de répondre avec toute la pression historique nécessaire à cette question, parce qu'évidemment, je ne suis pas historien, je suis philosophe. Enfin, rien n'exclut que les philosophes aient une connaissance historique extrêmement précise. Mais je dirais qu'au fond, comme moi je m'intéresse plutôt au discours, il y a un discours en particulier qui m'a intéressé, c'est celui de Robespierre, sur lequel je reviendrai. Mais en tout cas, je dirais que les débats autour de la définition du droit de propriété, puisque c'est ce qui m'intéresse particulièrement dans la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sont importants autant que l'abolition des privilèges et la nationalisation des biens du clergé, qui sont à chaque fois des manières de repenser la propriété. Dans tout cela, c'est la question de l'articulation entre l'intérêt privé et l'intérêt commun qui se pose, à mon sens. Et Robespierre souhaite faire de la propriété, au contraire d'une grande partie de ses collègues députés, un droit relatif et subordonné à des droits plus fondamentaux, comme la subsistance, auquel elle est censée être au service. Je pense en particulier à son discours du 24 avril 1793, sur lequel je reviendrai après. À l'inverse, la position dominante serait d'inscrire le droit de propriété comme droit fondamental et non limité. À mon sens, on ne peut pas être républicain à la française si on ne prend pas le parti de Robespierre, et que Robespierre d'ailleurs reprend de Rousseau. La propriété est la part des biens qui est garantie par la loi et l'institution publique. Rousseau, au chapitre 9 du livre 1 du contrat social, parle du partage des droits, évoque cette question à travers l'idée de partage des droits que le souverain
et c'est-à-dire le peuple, hein, chez Rousseau, hein. Le souverain, c'est pas un être tiers, hein, un être extérieur au peuple, c'est le peuple lui-même, et le propriétaire dispose sur les mêmes fonds. Autrement dit, le propriétaire n'est pas un propriétaire absolu. Ses droits doivent pouvoir s'articuler avec les droits du souverain sur ses biens. Et à quoi ça sert? Ça sert à s'assurer que l'usage des biens est collectivement légitime, que l'usage des biens ne se fait jamais avec des conséquences défavorables au public. Ça, c'est un point essentiel, qui n'a pas été inscrit, au fond, dans la version de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, alors que Robespierre s'est battu pour ça. Et donc, en prenant le parti d'une définition bourgeoise, d'une propriété atomisée des exigences du commun, la Révolution, me semble-t-il, a pris le parti de la société civile et du libéralisme plutôt que du républicanisme. Et donc, j'en profite pour vous lire les quelques articles de la proposition de Robespierre qui concernent la propriété, parce qu'ils sont édifiants. Article 6, voilà ce qu'il propose. Article 6, hein, donc pour amender la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La propriété est le droit qu'a chaque citoyen de jouir et de disposer de la portion des biens qui lui est garantie par la loi. Article 7, donc jouir de la portion des biens qui lui est garantie par la loi. Donc la propriété n'est pas un droit absolu et naturel de l'individu, c'est la portion des biens qui est garantie par la loi. Article 7, le droit de propriété est borné, comme tous les autres, par l'obligation de respecter les droits d'autrui. Oui, parce que si on regarde l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme, on remarque et on observe qu'il est posé sans limite, alors même que la liberté est inscrite comme ayant des limites, c'est-à-dire le respect de la liberté d'autrui, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce qui est très étrange. Article 8, il ne peut préjudicier ni à la sûreté, ni à la liberté, ni à l'existence, ni à la propriété de nos semblables. Article 9, tout trafic qui viole ce principe est essentiellement illicite et immoral. Article 10, la société, et ça c'est important, la société est obligée de pourvoir à la subsistance de tous ses membres, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. Article 11, les secours indispensables à celui qui manque du nécessaire sont une dette de celui qui possède du superflu. Il appartient à la loi de déterminer la manière dont cette dette doit être acquittée. Article 12, les citoyens dont les revenus n'excèdent point ce qui est nécessaire à leur subsistance sont dispensés de contribuer aux dépenses publiques. Les autres doivent supporter progressivement selon l'étendue de leur fortune. Et ce programme de la République sociale, qui est là, intégralement inscrit à mon sens, sera en quelque sorte battu en brèche par l'issue de la Révolution française, mais va progressivement voir le jour au cours du XIXe siècle, en particulier dans la deuxième moitié du XIXe siècle, à travers la mise en place de l'État social, de la redistribution, de l'impôt sur le revenu, qui est une création très tardive. Et donc, il me semble que même si l'issue immédiate de la Révolution a trahi la République sociale, l'idée de la République sociale n'a jamais complètement abandonné une partie de ceux qui s'engageaient pour la République. Et que, dans une certaine mesure, une partie de ce programme, la République sociale, s'est inscrite dans nos institutions. Merci pour, la lecture de ces articles de Robespierre. C'est vrai que c'est vraiment passionnant de les entendre, aussi pour une remise en contexte, hein, de l'époque. Et c'est vrai que, enfin, par rapport à tout ce que vous avez évoqué, le la déclaration des droits de l'homme a vraiment sacralisé le droit à la propriété privée, bien qu'en même temps, il y a eu un démantèlement de notamment la propriété de l'Église, de toute faction, de tout corps collectif en fait, qui pouvait s'accaparer, la propriété, mais tout en sacralisant le droit à la propriété, individuelle, privée. Et effectivement, il y a eu toute une évolution ensuite, au XIXe siècle, et notamment je voudrais revenir, avant la fin du XIXe siècle du coup, plutôt sur, un article du code civil, donc l'article 544, qui justement, disait que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, donc ce qui revient, finalement à 89 on va dire, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Donc, il y a une espèce entre guillemets de synthèse, et en même temps de paradoxe en fait, qui rassemble 2 conceptions de la propriété. Donc on voit vraiment qu'il y a une tension interne, dans, l'héritage, français en fait, dans la façon française de penser la propriété. Donc, par conséquent, selon vous, comment les institutions républicaines,
interviennent justement, face à la propriété, pour, résoudre cette «tension» entre guillemets, pour, équilibrer donc ce droit à la propriété privée, avec, ben, justement, cette exigence, de pourvoir tout le monde d'un accès à la propriété, et de leur permettre, la possibilité de subsister à leurs besoins. Alors, c'est une question riche, mais effectivement, vous avez raison d'insister sur les ambivalences du projet républicain. Dès le moment révolutionnaire, au fond, hein, parce que moi, j'ai une lecture à la marxiste, hein, de la Révolution, en disant que c'est au fond, au bout du compte, ça a été une révolution bourgeoise. Mais en réalité, c'est vrai et c'est faux, hein, parce que en affirmant la propriété privée contre la propriété des corps, que ce soit l'aristocratie à travers la révocation des privilèges ou du clergé à travers la nationalisation des biens du clergé, il y a quelque chose qui relève déjà d'un combat pour l'émancipation. Parce que quand on protège la propriété individuelle, ça a aussi pour effet d'exclure un certain nombre de droits nobiliaires, de droits aristocratiques, comme le droit de chasse, un certain nombre de droits de prélèvement de l'impôt, etc., des droits de justice. Et maintenant, je suis propriétaire de ce qui m'appartient. Je suis plus une portion, une parcelle d'un territoire noble, hein, parce qu'au fond, c'était le cas. Hein. Il y avait peu d'alleux libres. Hein. Les terres étaient globalement sous la domination de nobles, hein, quel que soit leur niveau de noblesse. Donc évidemment, là, il faut effectivement se remettre dans le contexte pour voir à quel point l'affirmation de la propriété privée est une affirmation émancipatrice. Même si le droit féodal a beaucoup évolué et les nobles avaient beaucoup moins de pouvoir, hein, qu'ils ont pu en avoir à un certain moment de l'histoire, il n'empêche, hein, que l'affirmation de la propriété privée était aussi l'affirmation de la fin de la féodalité. Donc ça, effectivement, ambivalence. Et l'autre ambivalence, c'est effectivement l'article 544 du Code civil, qui dispose à la fois le fait que, hein, la propriété ait le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, et en même temps, de façon presque contradictoire, que cet usage des choses n'est pas si absolu que ça, et qu'il est relatif aux lois et aux règlements. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Effectivement, moi, c'est ce qui m'a conduit à réfléchir à la question de la propriété, parce que je trouve qu'il y a là une tension intéressante. Alors, comment la République sociale a pu donner un débouché, au fond, à cette question? Une des voies intéressantes que j'ai étudiées, c'est la voie solidariste. Les solidaristes, sans renoncer à l'individualisme juridique de la Révolution française, affirment néanmoins, renversent quelque chose qui me semble important, c'est une certaine conception qu'on pourrait appeler de l'individualisme possessif, hein, pour reprendre la thèse de Macpherson, c'est-à-dire l'idée selon laquelle, héritée d'une certaine lecture de Locke, selon laquelle, de John Locke, un philosophe anglais du XVIIe siècle, selon laquelle tout ce que j'ai, je l'ai acquis par mon travail et je ne dois rien aux autres. Je n'ai pas de compte à rendre aux autres, je fais ce que je veux, absolument ce que je veux avec ce qui m'appartient. Et face à cela, le discours solidariste, je pense en particulier à Fouillé, hein, sur la propriété sociale, ou à Bourgeois sur la solidarité, Léon Bourgeois, qui en plus a été président du Conseil en 1895-96, et qui a milité pour introduire l'impôt sur le revenu. Il n'a pas réussi, hein, ça a été instauré plus tard, finalement. Il défend une thèse très, très intéressante, c'est-à-dire la thèse selon laquelle nul ne pourrait avoir ce qu'il a et être ce qu'il est sans la coopération de tous les autres membres de la société, que ce soit les générations passées ou les générations actuelles. Par conséquent, et ça c'est plutôt la thèse de Bourgeois, chaque individu a une dette envers la société. Il doit. Alors, il est très difficile, du coup, quelle est la part que je dois, qui me revient à moi, et quelle est la part qui revient à la société? La réponse est, en tout cas, il y a une part qui revient à la société, et il revient à la société collectivement de la définir. Pour mettre en place des politiques sociales, des politiques de redistribution,
pour mettre en place un système scolaire qui permet de faire bénéficier à tous de ces savoirs, hein, qui ont été élaborés par les générations passées et qui sont du bien commun, un système juridique, un système judiciaire qui aussi serve le public. Et donc, on peut imaginer toute une série d'institutions publiques qui sont là pour servir le public et qui vont au-delà des simples fonctions régaliennes. Et c'est ce que j'appellerais la République sociale, dont l'intuition a été, à mon sens, le renversement de l'individualisme possessif, en tout cas dans le contexte français, c'est-à-dire de l'idée selon laquelle je ne devrais rien à personne. Et donc, ça, c'est le premier point, l'idée d'une redevabilité. Je dois quelque chose à la société et que la société, à travers les institutions publiques, doit prendre en charge les biens communs et les mettre au service de tous. Et par bien commun, c'est les savoirs, la richesse publique, la richesse commune, produite par tous, par la coopération de tous, et les mettre au service de tous, hein, et pas de certains, avec des formes de captation. Et la deuxième voie qui me semble aussi porteuse, qui est peut-être un peu plus radicale, mais qui m'intéresse beaucoup, c'est la voie qui consiste à dire qu'en réalité, de la plupart des codes civils en Europe, à part en Angleterre, où c'est la common law, du fait, hein, des conquêtes napoléoniennes, eh bien, l'intuition à l'œuvre dans le code civil est erronée. On ne doit pas partir de la propriété privée pour ensuite la limiter, mais il faudrait partir au contraire du principe de la copossession des choses, hein, et voir comment distribuer sur les choses de façon équitable des droits qui ne contreviennent pas au bien commun, qui s'articulent au mieux avec le bien commun. De cette façon-là, au fond, on éviterait bien des difficultés. Je pense par exemple à des difficultés bien connues, par exemple la manière dont le Conseil constitutionnel a censuré en 2014 certaines dispositions de la loi Florange, c'est-à-dire d'une loi qui était censée dissuader les sociétés de délocaliser leurs capitaux. Et certaines dispositions de cette loi ont été retoquées au nom du droit de propriété et de la liberté d'entreprendre. Pour ceux qui disent oui, au fond, la propriété, on s'en fiche un peu, non, ça reste un marqueur très fort de notre République et un marqueur très fort qui empêche notre République de devenir définitivement sociale. Oui, donc pour revenir sur votre réponse, très riche, donc il y a, ce concept de redevabilité, comme vous dites, à la société. L'idée aussi d'une, subordination quelque part du droit de propriété, au bien commun. Et également, enfin on lit un peu entre les lignes, je pense, une, certaine remise en cause du concept de mérite, en tout cas du mérite tel qu'il est vraiment, présenté, donc qui justifierait, de façon assez radicale, assez péremptoire, l'inégalité des propriétés parce qu'elle serait le fruit complet de notre travail individuel et que donc finalement, est-ce qu'on peut dire que voilà que la République sociale, c'est une république qui remet en cause aussi le modèle méritocratique qu'on nous vend aussi par ailleurs comme un modèle républicain finalement, mais dans une autre conception de la République. Ouais, en effet. Alors, je pense que là, j'aurais une réponse nuancée, mais effectivement, on dit que la République est méritocratique. Et alors, là aussi, c'est un héritage, me semble-t-il, de la Révolution française. Par méritocratique, mais cette notion de mérite a été pervertie. Du coup, je vais faire un distinguo. Par notion de mérite, on voulait simplement dire que les charges publiques devaient être distribuées, non pas du fait de la naissance, mais du fait des capacités. Donc, donner à ceux qui ont les capacités, qui viennent du peuple ou de la noblesse, hein, de donner, en fonction des capacités de chacun, des places publiques ouvertes à tous. Alors ça, évidemment, je ne le conteste pas. Que ce soit ceux qui ont le plus de capacités qui occupent les charges qui nécessitent ces capacités. Donc ça, c'est un point important. Et d'ailleurs, ça nous invite aussi à nous méfier des nouvelles formes d'aristocratie, hein, qui se mettent en place avec des fils d'eux qui obtiennent des places parce qu'ils sont fils d'eux. Le deuxième point, c'est oui, mais aujourd'hui, par mérite, on dit autre chose. On dit un système idéologique qui consolide et légitime de très fortes inégalités, notamment des inégalités de patrimoine. Celui qui est riche, on en raconte l'histoire toujours en expliquant que le fondement de sa richesse est lié à son mérite.
il a bien fallu qu'il y ait un mérite quelque part. Et donc, la notion de mérite est utilisée contre la redistribution et contre les politiques sociales. Et ça me semble problématique. Ça me semble problématique d'autant plus que cette notion de mérite, ce que contient cette notion de mérite, n'est absolument pas, n'a absolument aucun fondement scientifique. Alors, ça peut être un incitant, hein, mais ça n'a aucun fondement scientifique. Au sens où, si on entend par mérite la quantité de travail fourni, par exemple, bien, mettons deux agriculteurs, hein, qui travaillent autant, l'un sur un champ stérile et l'autre sur un champ fertile, ils auront beau travailler autant, voire celui qui est sur le champ stérile travailler davantage, il récoltera moins. Ce qui prouve qu'en réalité, on ne récolte jamais les fruits de son travail. On récolte aussi ce que la nature a bien voulu nous donner. Et parmi ce que la nature a bien voulu nous donner, il y a aussi certainement un patrimoine génétique hérité. J'ai reçu des aptitudes peut-être génétiquement que j'ai rien fait pour avoir. Alors les gens diront, oui, mais ces aptitudes, tu les as développées, tu aurais pu ne rien faire, tu les as développées, ça c'est ton mérite. Mais y compris la capacité à développer ces capacités est quelque chose qui est le résultat de circonstances qui sont indépendantes de notre volonté. L'amour de nos parents, les gens qu'on a rencontrés, les gens qui nous sont stimulés, ou au contraire, les gens qui nous ont ôté toute confiance en soi, etc. Et donc, on voit bien que même la disposition à travailler est en réalité le résultat d'un contexte indépendant de la volonté. Par conséquent, cette notion de mérite, hein, qui consiste toujours à aller chercher pour justifier les grandes inégalités à l'origine de ces inégalités du mérite, doit être puissamment contestée. Et ça me semble être un point important. Donc, si on entend par méritocratie le fait de donner aux plus capables les charges qui correspondent à ces capacités de façon ouverte à tous, alors ça, je pense qu'il ne faut pas y renoncer. Mais si on entend par méritocratie quelque chose de beaucoup plus insidieux, qui est un système idéologique visant à légitimer et à consolider les grandes inégalités de patrimoine, alors ça, d'autant plus que cette notion-là de méritocratie n'a aucun sens, n'a aucun fondement scientifique, eh bien, il est nécessaire de le remettre en cause. On va clore cet entretien avec, une dernière question, notamment qu'à plusieurs reprises dans vos réponses, il y a certaines allusions par rapport, à l'actualité ou en tout cas au contexte de la Ve République. Voilà, notamment le retour de certaines formes aristocratiques, comme vous l'avez dit. Donc je voudrais savoir, selon vous, selon le regard que vous portez, comment jugez-vous, ben, justement, la Ve République aujourd'hui, à l'aune, du projet politique, de l'horizon politique, de la République sociale? Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais me limiter, puisque le temps est compté, hein, je vais me limiter à une réflexion qui prouve qu'en fait, la République ne se limite pas à des textes constitutionnels qui s'intitulent eux-mêmes République et que cette République est, comment dire, consiste dans des institutions publiques, mais aussi dans l'esprit de ces institutions. Et ce que je remarque aujourd'hui, c'est que, au fond, euh, il semble que les dirigeants aient renoncé à l'idée de l'autonomie du politique vis-à-vis de la sphère économique. Pas simplement à l'idée que la sphère économique devrait être subordonnée aux politiques, ce qui est déjà un premier abandon, mais à l'idée que le politique, il y aurait des questions spécifiquement politiques. Et de sorte que toutes les questions sociales, on a tendance à faire en sorte que toutes les questions sociales soient réglées par le marché. Une des choses qui est à la fois une des lois, des dernières lois qui est très représentative de cela, même si à certains égards, on a envie d'en faire l'éloge, mais c'est la loi sur l'économie sociale et solidaire. La loi sur l'économie sociale et solidaire, elle peut sembler très bien. Je ne rentre pas dans le détail, mais ceux qui sont intéressés iront chercher. Mais elle permet de déléguer, de faire en sorte que les pouvoirs publics délèguent à l'initiative privée toute une série de politiques qui étaient auparavant assumées par les pouvoirs publics. Et ça me semble problématique parce que je pense que mon acte d'achat, ma manière d'investir sur un marché ne sont pas des bulletins de vote. Et que le genre de décision que je prends quand je vais voter ne sont pas du même ordre que le genre de décision que je prends quand je pense à mon intérêt économique sur un marché et que parfois, j'ai bien besoin que la loi limite
ma tendance, y compris égoïste, à chercher mon intérêt économique partout. Par conséquent, je crois encore une fois qu'il y a une sphère spécifiquement politique et que cette sphère spécifiquement politique ne doit pas seulement consister à accompagner l'économique, à organiser une concurrence généralisée, mais doit consister à faire valoir et à faire primer des objectifs communs et rappeler que ces objectifs communs peuvent avoir une très forte divergence par rapport aux objectifs privés. Dernièrement, des gens qui s'occupent d'un cinéma associatif qui s'appelle La Clé, dans le 5e arrondissement, m'ont contacté. Et ça, c'est très intéressant. Parce que ce cinéma, la mairie de Paris s'était engagée à le racheter. Alors évidemment, c'est un cinéma qui est déficitaire. Donc on pourrait dire, bon, ben, il est déficitaire, les gens ne veulent pas y aller. À quoi bon le maintenir artificiellement? Or, justement, il me semble que ce que je ne fais pas en tant que citoyen, c'est-à-dire par exemple aller voir des films d'art et d'essai, etc., je peux considérer, pas en tant que citoyen, mais en tant qu'acheteur, consommateur, aller voir des films d'art et d'essai, etc., je peux vouloir que ça existe en tant que citoyen pour la diversité culturelle, y compris pour former les enfants, pour former leur sensibilité, et par conséquent, ce que je ne finance pas à titre privé, je peux vouloir le financer à titre public et attendre que les institutions publiques le fassent. Or, la mairie de Paris a finalement, après que la mairie qu'on connaît a été, l'équipe qu'on connaît a été élue, a finalement renoncé et a demandé à une énorme association avec un énorme patrimoine de reprendre, de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, de reprendre la clé en disant, bah, au fond, en remettant au secteur privé et à l'initiative privée le soin de la chose publique. Et donc, en disant, au fond, ben, la clé pourra rester ouverte que le cinéma, rester ouvert que s'il est bénéficiaire. En tout cas, que s'il est rentable. Parce qu'il n'y a pas de bénéfice dans l'économie sociale et solidaire. Que s'il est rentable, ou alors les bénéfices doivent être réinjectés. Et donc, on a là, il me semble, un symptôme d'un renoncement actuel à l'esprit républicain. Et cet esprit républicain, il est entièrement constitué sur l'idée que le type de choix que je fais en tant que citoyen peuvent diverger et peut diverger plutôt du type de choix que je fais en tant que consommateur, investisseur, producteur ou que sais-je encore. Et c'est normal. Les gens qui sont des consommateurs et des investisseurs, aussi bien intentionnés soient-ils, ont besoin d'être encadrés par des lois pour diverses raisons et pour divers arguments que je pourrais détailler, mais il n'en est pas le lieu ici. Et donc, voilà ce que je dirais, hein, si j'avais une seule chose à dire pour faire un diagnostic de la République sociale aujourd'hui, ben, la République sociale aujourd'hui a renoncé, parce qu'elle a renoncé à l'idéal républicain d'une autonomie du politique vis-à-vis de l'économique. Merci Pierre Crétois pour, ben, ce diagnostic, très riche, un peu sombre, Ah, mais qui est à mon avis, lucide. Merci infiniment pour toutes vos réponses, pardon. c'est moi Heu qui vous remercie. et ben, nous vous disons, peut-être, à bientôt, vous et vous qui nous regardez. Et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook, Raison républicaine.